Je m'appelle Laurence Culot, je suis éthologiste et j'appartiens à l'unité de biologie de comportement de l'Université de Liège. Et je suis ici en Amazonie, au Pérou, pour étudier ces petits singes que sont les tamarins. Voilà, nous nous trouvons ici à Iquitos, en pleine Amazonie péruvienne. Cette ville est d'ailleurs la capitale de l'Amazonie péruvienne, à 1500 km de Lima, et le véritable point de départ de toute expédition en Amazonie. C'est d'ailleurs notre point de départ à nous aussi pour aller à la station biologique Quebrada Blanco. Cette ville a comme particularité qu'elle n'est reliée aux autres villes péruviennes que par bateau ou par avion. Elle a connu son véritable essor dans les années 1900 avec le boom du caoutchouc. Il en reste aujourd'hui quelques demeures aux accents coloniaux. Iquitos, Perú, France. Pour Laurence, Iquitos, c'est toutes les 6 semaines un petit retour à la civilisation. Le temps de se changer les idées, d'accueillir les nouveaux venus, mais surtout de refaire le plein de provisions pour son prochain séjour à la station. Boleh. Voilà, on commence à présent notre trajet d'Iquitos jusqu'à la station. Dans un premier temps, nous avons un trajet d'une journée sur un bateau qui est pour le moins pittoresque, qu'on appelle ici Collectivo. On va faire environ 70 km et cela va nous prendre depuis 10 h du matin jusqu'à environ 9 h du soir. Au terme de cette longue journée, l'équipe atteint enfin Chino, sur le rio Tahuayo.
Voilà, donc nous nous trouvons ici à Chino, dans la maison des parents de mon guide, avec la signora Isidora et Don Manuel. Et nous faisons étape ici à chaque fois que nous nous rendons à la station biologique Quebrada Blanco. Va a aparecer ese efecto de cámara. Isidora nous a réservé une surprise de taille. Un tout petit bébé tamarin, né de quelques jours et recueilli par nos guides. Le lendemain matin, changement d'embarcation pour remonter le Rio Quebrada Blanco jusqu'au chemin menant à la station. En Amazonie, au contraire de chez nous, les jeunes feuilles de beaucoup d'arbres sont de couleur rouge. Voilà, donc on arrive ici à la station biologique Quebrada Blanco, qui est une station au confort assez minimum, qui est complètement implantée vraiment au cœur de la forêt amazonienne. C'est une station qui a été créée il y a un peu plus de 20 ans, en 1984, par un biologiste péruvien, mais aujourd'hui elle est plutôt gérée par le centre primatologique allemand de Göttingen, par le docteur Eckhard Heymann. Alors aujourd'hui on a des étudiants allemands essentiellement, mais aussi péruviens et étrangers, puisque je suis là aussi et que je viens de l'université de Liège. Et ces étudiants et ces chercheurs viennent essentiellement étudier les tamarins, puisqu'on a 3 groupes habitués, mais aussi d'autres espèces animales et végétales. Vous l'avez compris, ici nous sommes à Tamarin City. Mais laissons à Laurence le plaisir de nous présenter ses petits protégés. Donc les tamarins sont des singes d'Amérique du Sud que l'on trouve pratiquement dans toute l'Amazonie, donc à partir au nord du Panama jusqu'en Bolivie et du Pérou jusqu'au nord-est du Brésil. Ils font partie de la même famille que les Ouistiti, qui est la famille des Callitrichidae. Et leur caractéristique anatomique est qu'ils ont des griffes à la place des ongles, puisque tous les autres primates ont en fait des ongles. Ici, à la station biologique Quebrada Blanco, nous avons 2 espèces de tamarins. Le tamarin à tête brune, qui est le Saguinus fusicolis, et le tamarin à moustache, le Saguinus mystacus. Alors le tamarin à tête brune est de plus petite taille que le tamarin à moustache, mais tous les deux sont extrêmement petits si l'on compare à d'autres primates que l'on connaît habituellement, puisque tous ces primates qui appartiennent à la même famille font partie justement des primates les plus petits qu'il existe au monde. Donc ça va de moins de 200 grammes à environ 750 grammes, donc ça reste toujours extrêmement petit. Alors le tamarin à tête brune fait lui environ un demi-kilo et il est donc brun avec sur le dos un brun un peu plus foncé et quelques lignes blanches. Et le tamarin moustache lui est plus noir avec des moustaches blanches plus marquées, donc vraiment au niveau des joues. Alors ces 2 espèces vivent ici en groupe mixte, c'est-à-dire qu'ils se déplacent ensemble, ils mangent ensemble, donc ils vivent ensemble, mais par contre ils ne se reproduisent pas ensemble et ils ne dorment pas ensemble. Donc ils ont à chaque fois des sites dortoirs séparés, mais toujours proches l'un de l'autre.
Il semblerait qu'ils vivent ensemble pour augmenter leur potentiel de vigilance, c'est-à-dire qu'en ayant deux espèces différentes, ils peuvent augmenter le nombre d'individus dans le groupe, donc augmenter le nombre d'individus qui est en vigilance par rapport aux prédateurs, etc., sans pour autant augmenter la compétition sexuelle et la compétition pour la nourriture. Parce qu'il faut savoir que ces deux espèces-là, même si le régime alimentaire en fruits est très semblable, donc au niveau des proies animales, le régime alimentaire va être différent. Donc, les tamarins mangent des insectes comme des criquets par exemple, mais aussi des araignées. Au niveau des vertébrés, ils mangent des lézards et des grenouilles. Et les tamarins à tête brune, par exemple, vont rechercher leur nourriture plutôt en regardant sous des feuilles, en cherchant dans des troncs, et donc vont détecter des proies qui sont beaucoup plus mimétiques, par exemple, qui sont plus brunes. Par contre, les tamarins à moustache, eux, vont plutôt rechercher leur nourriture en regardant au niveau des feuilles et donc vont détecter des proies qui sont plus visibles et de couleur verte notamment. Et donc ainsi, ils vont attraper des proies de différentes espèces. Et comme ces insectes et ces vertébrés sont de bonnes sources en protéines, ils vont pouvoir vivre ensemble car ils ne vont pas rentrer en compétition à ce niveau-là. La première fois que je suis venue ici, donc c'était en 2004, je parlais à peine espagnol, c'était bonjour, au revoir, comment ça va. Je suis arrivée ici toute seule, j'ai rencontré mon guide qui ne parlait donc qu'espagnol. On est parti à la station, donc c'était l'inconnu total. Et donc là, je suis restée environ un mois toute seule avec mon guide donc au milieu de cette forêt. Et donc là, c'est plongé dans le bain directement. Et donc là, j'ai bien dû m'y mettre à l'espagnol et à tout le reste. Donc là maintenant, c'est la 5e fois que je viens ici. Donc là maintenant, ça va, je suis bien habituée. Donc les 2 premières fois, je suis venue 3 mois, c'était plus des préparations donc, à mon doctorat, tester des méthodes, voir l'endroit, voir ce qui était possible. Et ensuite, j'ai vraiment commencé les missions de 6 mois pour mon doctorat, qui seront 4 missions de 6 mois en tout. La zone de la station est quadrillée par des chemins espacés de 100 mètres et qui sont perpendiculaires. Donc à chaque coin, à chaque intersection, on a une bande de marquage qui nous indique où nous sommes, donc on n'est jamais totalement perdu dans la forêt. Donc en plus de cela, on a 3 guides qui sont attachés à la station et qui sont en permanence avec nous sur le terrain. Et ces guides sont de véritables assistants, étant donné qu'ils connaissent très bien la zone et qu'ils connaissent très bien les tamarins, vu que ça fait des années qu'ils les suivent et qu'ils les connaissent sur le bout des doigts. Donc voilà, ici, c'est tout ce qui concerne la partie éthologique de ma thèse. Donc en fait, je suis un groupe de tamarins 4 jours par semaine, depuis le moment où ils quittent le site dortoir jusqu'au moment où ils rentrent dans un autre site dortoir.
Donc ça représente environ 10 heures par jour. Donc on commence vers 5h30, 6h du matin et on termine entre 3h et 5h de l'après-midi. Alors pendant cette journée, moi donc, je fais des scans de comportement, c'est-à-dire que je vais noter le comportement de chacun des individus que je vois toutes les 10 minutes. Alors le comportement, ça peut être la recherche de nourriture, plus spécifiquement d'insectes. Ensuite, ça peut être aussi la consommation de fruits. Autre catégorie de comportement, c'est les déplacements, donc tout ce qui est locomotion. Et enfin, il peut aussi y avoir tout ce qui est repos, donc lorsqu'il ne se déplace pas et arrête tout type d'activité. Il y a encore deux autres types de catégories de comportement. La vigilance, donc lorsqu'ils sont attentifs à la présence d'autres groupes ou de prédateurs. Et enfin, tout ce qui est comportement social, ce qui peut être le grooming, donc lorsqu'ils cherchent les puces et autres dans le pelage d'un autre membre du groupe. Donc, lorsque j'aurai fait tous ces scans, cela me permettra d'évaluer le pourcentage de temps qu'ils attribuent à chaque activité. Le sujet de ma thèse, c'est l'étude du comportement des tamarins et donc l'influence de ce comportement sur la dispersion primaire des graines et sur le destin de ces graines après la dispersion. Et donc d'une manière générale, je vais essayer d'évaluer l'impact qu'ont les tamarins sur la régénération de la forêt. Mais comment Laurence s'y prend-elle pour évaluer cet impact ? Ici, c'est le fruit que les tamarins viennent de manger. Donc voilà comment il se trouve sur l'arbre. Ici, c'est la partie qu'ils rejettent. Donc en fait, ils le coupent, comme vous voyez ici au-dessus. Ils aspirent la graine avec la pulpe. Et ensuite, c'est cette graine-ci que l'on va retrouver dans les crottes. Donc pour étudier le régime alimentaire des tamarins, je marque chaque arbre ou chaque liane, donc chaque espèce végétale dans laquelle les tamarins se nourrissent des fruits. Donc on la marque en mettant ici cette bande de marquage rouge et blanche sur laquelle on note le numéro ainsi que la date qui correspond à la date, donc la première fois que l'on a observé les tamarins qui se nourrissent dans cet arbre. Il faut se rendre compte que le régime alimentaire des tamarins est extrêmement varié. Ils consomment plus de 150 espèces de fruits. Donc déjà au niveau de l'identification, ce n'est pas une mince affaire, étant donné qu'il faut collecter les feuilles de tous ces arbres et toutes ces lianes. Et la diversité qu'on a ici dans cette région est extrêmement importante. Donc voici une graine déféquée par un tamarin. Je vais maintenant la marquer et baliser l'endroit pour pouvoir la retrouver lors des prochaines vérifications. Voilà, donc à chaque fois que les tamarins ont déposé une graine dans leur crotte, je prends la localisation GPS de la graine. Ainsi balisée, la graine, après germination, donne naissance à une plantule dont Laurence mesure régulièrement la croissance.
Alors il y a 2 étapes dans la dispersion des graines. La première étape, qui est la dispersion primaire, est celle effectuée par les tamarins lorsqu'ils consomment des fruits et qu'ils avalent la graine. Alors cette graine se retrouve intacte dans les crottes et donc prête à germer. Alors ce qui est intéressant, c'est que les tamarins vont alors transporter la graine loin de l'arbre parent. Ensuite, la deuxième étape, c'est la dispersion secondaire. C'est donc tout simplement le deuxième déplacement de la graine après qu'elle ait été déplacée par les tamarins. Alors, dans mon étude, je m'intéresse plus particulièrement à la dispersion secondaire par les coléoptères coprophages, c'est-à-dire les coléoptères qui se nourrissent de matière fécale. Ces coléoptères viennent sur les crottes des tamarins et vont enterrer la crotte avec la graine qui s'y trouve, tout simplement parce qu'ils consomment la matière fécale et ils peuvent également utiliser cette matière fécale pour y faire leur nid et déposer leurs œufs. Alors pour mesurer cela, j'utilise une cage que je place autour de la graine que j'ai marquée et de cette façon j'empêche les rongeurs d'accéder à la graine, mais je permets aux coléoptères d'enterrer la graine. D'autre part, cette graine peut être soumise donc à la prédation par les rongeurs et pour mesurer cette prédation, j'utilise un bol dans lequel je dépose la graine marquée et de cette façon, les coléoptères peuvent peut-être entrer dans ce bol mais ne peuvent pas enterrer la graine. Par contre, les rongeurs peuvent y accéder et manger la graine. Alors, pour connaître la communauté de coléoptères coprophages, j'utilise un système de piège. Là, je viens de voir un tamarin qui vient de déféquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est collecter la crotte. Et ensuite, voilà. Ensuite, on va la replacer au même endroit, mais dans un piège pour collecter les coléoptères qui viennent sur les crottes des tamarins. Donc là, il ne reste plus qu'à attendre 24 heures et dans 24 heures, nous viendrons voir si les coléoptères sont venus dans le piège. Voilà, donc ici, on voit que la crotte a disparu. Donc en gros, elle a été enterrée avec la graine. Et donc, on s'attend donc à trouver des coléoptères enfouis dans la terre. Ok, donc là... Ici, il y en a un. Voilà. Voilà un autre. Cette quantité considérable de travail ne semble pas avoir entamé l'enthousiasme de Laurence. Quand on fait de la recherche en général, bon, il faut être passionné au départ parce qu'il y a plein d'obstacles, que ce soit pour les bourses, pour monter un projet, etc. Maintenant, l'obstacle supplémentaire quand on veut partir à l'étranger et étudier les singes comme ça, c'est toute une série de petites contrariétés au jour le jour auxquelles il faut faire face. Que ce soit les problèmes administratifs, problèmes de langue, de culture. Il faut faire face à ça tous les jours et donc je crois qu'il faut être assez tolérant quand on vient ici, être passionné et je crois avoir quand même beaucoup d'énergie parce que c'est physique aussi, autant que tout le travail intellectuel qu'il y a autour d'un doctorat, mais c'est aussi très physique. 10 heures sur le terrain, il faut quand même aussi supporter, quoi. Donc les précédentes études concernant la dispersion des graines ont surtout concerné des primates de plus grande taille qui, eux, produisent des plus grandes crottes avec un plus grand nombre de graines. Et sur ces graines, on observe généralement un plus grand taux de prédation et une survie des pousses qui est assez faible vu la grande compétition qui existe entre les graines. Donc quel est l'intérêt d'étudier des primates de plus petite taille comme les tamarins? C'est que eux justement vont produire des crottes avec un très faible nombre de graines
entre 1 et 2 graines par crotte. Et donc on s'attend à avoir un taux de prédation beaucoup plus faible et un taux de survie des pousses plus élevé puisqu'on aura une densité plus faible. Un autre intérêt des tamarins, c'est que leur régime alimentaire est très riche en fruits. Entre 60 et 70% de leur régime est constitué de fruits, ce qui fait qu'on retrouve dans 95% des crottes des graines qui sont intactes et prêtes à germer. Et donc un dernier intérêt et non des moindres, c'est que ces primates de petite taille pénètrent dans des zones comme celle-ci, donc de forêts secondaires qui ont été dégradées par l'homme. Or, dans ce type d'endroit, généralement, les primates de plus grande taille n'entrent pas. Et donc, tout l'intérêt des tamarins réside dans le fait qu'en pénétrant ici dans cette zone, ils vont participer activement à la régénération de cette forêt en y dispersant les graines qu'ils auront consommées dans la forêt primaire.